Alors, nous retrouvons Stéphane Arinou Rossou et Hugues Hector Zogo que j'annonçais auparavant sur ce plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Carole Olaye, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Arinou Rossou, bonjour également aux téléspectateurs. Et bonjour à tous nos auditeurs de Diaspora FM. Alors Hugues, vous avez été au cœur de cette actualité hier puisque vous étiez notre envoyé spécial sur le terrain hier à Porto-Novo. Avec vous, nous avons vécu en direct à travers l'émission spéciale d'hier tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous êtes également encore sur ce plateau ce matin pour passer au peigne fin cette actualité, les enjeux de cette élection. Les attentes des populations seront passées au peigne fin sur ce plateau. Quelle est votre appréciation ou votre lecture à travers ce vote hier à l'Assemblée nationale? Le premier regard que je porte tout de suite, c'est que notre démocratie avance et notre démocratie est en perpétuelle mutation. Nous avons eu droit à l'installation donc des députés de la 10e législature et au cours de la même journée, on a eu droit à l'élection du président de l'Assemblée et des autres membres du bureau, ce qui a été le cas au cours de la 9e législature également. Et on a eu l'occasion de rencontrer hier à Porto-Novo des citoyens béninois. Il y en a de très curieux qui voulaient quand même apprécier ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a aussi qui étaient là pour accompagner soit un député nouvellement élu ou un député à qui la nation a renouvelé la confiance pour siéger une nouvelle fois. Donc, globalement, avec tout ce que j'ai pu constater hier, un dispositif sécuritaire bien installé. Déjà, l'entrée de la ville à Porto-Novo vous rassure de ce que vous retrouverez dans de meilleures conditions pour vivre cette installation, cette cérémonie solennelle d'installation. Déjà, à l'entrée, ce sont les forces de sécurité publique. Et puis, quand vous venez maintenant au niveau de l'esplanade du palais des gouverneurs, c'est plutôt les forces de défense nationale qui vous accueillent. Donc, l'effervescence nous aura permis quand même de découvrir que le Bénin reste, au-delà de tout, un état de paix et c'est ce à quoi nous devons continuer par travailler. Alors, Joseph Djogbenou, désormais le chef d'orchestre à l'Assemblée nationale, selon vous, est-il capable de concilier rigueur institutionnelle et efficacité politique? C'est terrible cette question que vous posez parce que quand vous regardez qui est le professeur Joseph Djogbenou de par son parcours, ce qui l'oriente le plus, c'est bien sûr la rigueur. Quand il s'est retrouvé au niveau de la Cour constitutionnelle en tant que président d'institution, vous aviez vu toutes les réformes qu'il a eu à mettre en place. Et ces réformes-là n'ont pas été effectuées sans une certaine rigueur. Pour ceux qui côtoient effectivement le professeur Joseph Djogbenou, quand on doit vous parler de lui, on vous dira c'est un homme rigoureux. Il a énormément de principes. Si vous respectez les principes, vous restez de très bons amis, mais si vous ne respectez pas les principes de base qui, pour lui, font appel à la justice sociale, à la vérité, à la liberté d'esprit, si vous n'avez pas un certain nombre de comportements du genre, ça va être très difficile pour vous de travailler avec lui. Maintenant, se retrouvant à la tête de notre Parlement au titre de cette 10e législature, comment est-ce qu'il pourra mettre en œuvre cette rigueur qu'on lui connaît et pouvoir concilier aussi les réalités politiques, ça reste le grand défi. Mais à travers les résultats qu'on a pu obtenir hier en ce qui concerne son élection, on peut se permettre de dire que les différents députés élus au titre donc de cette 10e mandature-là sont effectivement engagés à pouvoir le suivre. Et ce qui aura retenu le plus l'attention aussi, c'est quand même son premier discours à l'endroit de notre pays, le Bénin, en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte que c'est un président qui n'avait pas en face de lui un discours écrit, mais qui a dû partager les mots du cœur
non seulement avec les députés présents à l'hémicycle, mais également avec le reste du monde entier. Tout ça témoigne de ce qu'il est déjà outillé, il sait ce pourquoi il a été élu président de l'Assemblée nationale et les jours à venir pourront nous édifier davantage au regard des premières actions qu'il aura sans doute apportées. Voilà. Stéphane Arinou-Rossou, la même question pour vous. Selon vous, est-il capable, je veux bien parler de Joseph Djokbeno, de concilier rigueur institutionnelle et efficacité politique? Oui, merci pour la question. Je voudrais commencer déjà par dire qu'il faut saluer tous les acteurs politiques béninois, tout le peuple béninois également, pour leur maturité. Parce que ce qui s'est passé hier au palais des gouverneurs est la preuve évidente qu'au-delà de nos clivages, notre démocratie se porte mieux puisque les institutions fonctionnent normalement. On aurait pu, avant cet événement, imaginer le pire, mais fort heureusement pour nous, tout s'est bien passé. Et tout continuera par se passer comme sur des roulettes. Pour en venir, n'est-ce pas, à votre question, je veux dire que quand je vois la trajectoire du professeur Fifame Djokbeno ou son parcours aux côtés du président Patrice Talon, je veux dire qu'il a été un homme en mission. Un homme en mission pour le président de la République. Et ce qui le caractérise fort bien, c'est la loyauté, c'est la rigueur, c'est, je veux dire, la fidélité. Parce que, voyez-vous, il a été ministre, il n'a pas fait long feu, et on l'a envoyé, je veux dire, à la Cour constitutionnelle. Il n'a pas également fait long feu, il a fait ce qu'il fallait faire. Après, il a démissionné, il a rejoint la tête du parti Union Progressiste Le Renouveau. Et puis après, on a pressenti qu'il aurait pu être le président de la République, en fait candidat, je veux dire, du parti UPR. Ce n'en fut pas le cas. Et puis, heureusement, cette fois-ci, il est élu président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un parcours qui, ma foi, me fait dire que c'est quand même un homme qui a été en mission toujours pour le chef de l'État. Sur la question de savoir s'il peut accomplir sereinement sa mission, je pense que le professeur Fifame Djokbeno a quand même un certain leadership. Voyez-vous, pour diriger le plus grand parti du Bénin, comme le parti UPR, au sein desquels il y a quand même plusieurs courants, il y a quand même des cadres, des hommes sur le plan politique qui sont quand même assez expérimentés, et pour les avoir contenus tout ce temps, je pense qu'il a quand même un leadership, et c'est un homme de fermeté qui a une vision claire. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il pourra quand même contenir tous les sauts d'humeur qu'il peut y avoir, parce que n'oubliez pas qu'au Parlement, c'est vite fait que cela déborde, parce que c'est le lieu oui, c'est le lieu des grands débats, des prises de position. Donc, son leadership, son sens élevé de conciliation pourra l'aider à accomplir, n'est-ce pas, donc, cette mission. Et il a d'ailleurs annoncé les couleurs dans son discours inaugural, je veux dire, où il a dit qu'il ira avec fermeté, mais en relevant tous les défis que cette législature-là imposait à chacun d'eux. Comme vous, Hugues-Hector Zogo a commencé par en parler, à décrypter bien évidemment le discours de Maître Joseph Djokbeno, désormais président de l'Assemblée nationale. Mais au-delà des mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État et de ses collègues de députés de l'Assemblée nationale, une phrase forte a retenu l'attention. Nous allons agir pour diminuer la peine, quelle que soit la source et quelle que soit la cause. Quelle lecture peut-on faire de cette phrase? J'ai fait deux lectures. Je veux dire que implicitement, il est en train de dire que ce Parlement sera un Parlement de développement. Un Parlement de développement, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que tout ce qui peut contribuer à éradiquer les causes qui sont
à l'origine des souffrances, de la souffrance des populations, ils y travailleront véritablement. Deuxième élément, je voudrais relever que implicitement, il est en train d'aborder un aspect politique subtil. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a un fort préjugé qui pèse sur ce Parlement. On voudrait que, un préjugé qui voudrait que ce soit un Parlement monocolore qui serait la caisse à résonance du régime en place. Donc, il veut dire que le Parlement ne va pas s'inscrire dans cette dynamique-là, mais que le Parlement a une vision claire, et c'est là où il va et travaillera selon une dynamique qui va les amener à être au service du peuple et non au service d'une cause politique ou d'une allégeance politique. Et donc je trouve que c'est quand même un discours ou une phrase assez forte qui montre que ce Parlement-là s'engage déjà dans une dynamique assez claire qui sera au profit des populations béninoises. Hugues-Hector Zogo, vous partagez cette lecture de Stéphane Akinrossou par rapport aux propos du président de l'Assemblée nationale? Oui, je partage entièrement cette première analyse et je vais approfondir davantage pour dire qu'au-delà de tout ce que nous connaissons et qui constitue les besoins fondamentaux dont chaque citoyen a besoin aujourd'hui pour pouvoir survivre, il y a aussi l'aspect politique. N'oublions pas, nous sommes désormais au bicamérisme et au bicamérisme, il faut forcément innover. L'Assemblée nationale avec la chambre basse qui sera dirigée désormais par le professeur Joseph Diogbenou a un grand défi, le défi de la stabilité politique, le défi du maintien de la paix sociale. Et en y faisant référence, on peut s'intéresser à des dossiers aussi sensibles, en l'occurrence donc le fait que nos compatriotes Rekia Amadougou et le professeur Joël Aïvo se soient retrouvés aujourd'hui en détention. C'est un dossier sur lequel le peuple béninois attend la réaction du Parlement. Parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est une question politique très avancée. Et donc, il faut aussi des têtes pensantes pour réfléchir aux mécanismes pouvant permettre à ne pas affaiblir l'État béninois, mais au même moment permettre à ces concitoyens-là que nous espérons pouvoir retrouver leur liberté, dire oui, l'État que nous avons servi à un moment donné, cet État-là pense à nous. Et donc, il y a ce dossier sensible. Donc, tel que le professeur Joseph Diogbenou a pu libeller le message hier, j'y ai pensé tout de suite. Parce que, n'oubliez pas, j'ai parlé du bicamérisme. Bientôt, on aura le Sénat qui sera installé. Si l'Assemblée nationale n'est pas assez dynamique, ça ne pourra pas permettre au Sénat de fonctionner comme il le faut. Donc, pour moi, les grands défis qui s'imposent à nous, il y a déjà la vision Bénin Alafia 2060 qui est un très bon programme, mais qu'est-ce que le législatif fait pour pouvoir accompagner ce programme-là? Le premier pilier de ce programme, c'est bien sûr la paix. Mais on ne peut pas parler de paix si des filles et des fils d'un même pays n'arrivent pas, juste pour des questions politiques, à ne pas s'entendre. Donc pour moi, c'est un challenge. C'est là aussi que les Béninois, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent à souffrir. Si le professeur Joseph Diogbenou est allé à dire que désormais les peines seront terminées, nous pouvons aussi penser à ces compatriotes-là et espérer qu'assez vite, une fois que le Sénat aurait été mis en place, l'on puisse trouver la formule pour permettre à ces concitoyens-là d'être autrement utiles à la République. Alors, comment éviter que l'Assemblée nationale, dirigée par Maître Joseph Diogbenou, avec l'absence de l'opposition au Parlement, soit perçue comme une chambre d'enregistrement? Évidemment, regardez les différentes figures de cette 10e législature. Qu'elles sont belles, je dirais. De grandes figures
quand vous regardez ces députés que nous avons installés hier à l'Assemblée nationale, vous vous dites, le Bénin regorge quand même de talent. Donc pour moi, il n'y a que des esprits libres à l'Assemblée nationale. Le débat va pouvoir se faire. Regardez, partout le professeur Joseph Yobeno est passé. C'est assez dynamique. Donc, ceux-là, par exemple, ceux pour qui j'ai un peu mal déjà, c'est le personnel de l'Assemblée nationale. Je me demande s'ils savent, pourquoi pas peut-être dès aujourd'hui, ce qui les attend. Ne soyez pas surpris, par exemple, d'entendre au cours de la journée ou peut-être au cours de la semaine prochaine que le professeur Joseph Yobeno a pu faire un tour au niveau de l'administration et qu'il a pu bousculer les choses. Parce que c'est une figure qui aime faire avancer les choses. Et à partir de ce moment-là, lui-même étant un esprit libre, je ne vois pas dans quelle mesure il puisse empêcher que le débat parlementaire se fasse. S'il y a des députés, malheureusement, qui se cachent sous la connotation politique et dire « oui, nous ne prenons pas la parole parce qu'on a peur de dire telle ou telle autre chose », c'est leur problème. Dans 7 ans, sans aucun doute, ils vont se retrouver devant le peuple, ils vont pouvoir faire le bilan et dire au peuple béninois exactement, au cours de cette mandature, ce qu'ils ont pu apporter pour permettre le développement du pays. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est la République. Qu'est-ce que nous avons à offrir à la République? Ce n'est pas la connotation politique. Les débats politiques sont terminés depuis qu'on a fini avec les campagnes électorales. Désormais, place au débat, puisque c'est à partir du débat que l'Assemblée nationale pourra effectivement contrôler l'action du gouvernement. J'ai écouté avec admiration, juste à la fin de cette cérémonie solennelle d'installation hier, le ministre délégué à la défense nationale de notre pays, M. Fortuné Nouati, qui dit qu'il espère que les députés de cette 10e législature pourront effectivement faire ce pourquoi les populations béninoises les ont envoyés à l'hémicycle. Quelqu'un qui est ministre délégué à la défense nationale, donc qui appartient au gouvernement et qui tient ses propos, vous convenez avec moi que le gouvernement n'a pas de difficulté à pouvoir être contrôlé par l'Assemblée nationale. Parce que si un ministre en fonction arrive à dire qu'il espère de tous ses voeux que ces députés élus parviennent donc à pouvoir assumer leurs fonctions régaliennes, ça voudrait dire que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, attend que l'Assemblée nationale, le Parlement, soit un Parlement libre. Maintenant, pour que le Parlement soit libre, il faut des hommes de grands esprits. Il faut que ces hommes qui sont aujourd'hui parviennent à pouvoir se dire ce que nous apportons, ce n'est pas pour le président de la République. Ce que nous apportons, c'est pour le peuple béninois. Et à partir de ce moment-là, faire la part des choses entre le politique qu'ils sont et aussi le garant donc de ce mandat qui leur a été concédé. Alors, Stéphane Akhino-Rossou, quel enjeu institutionnel majeur accompagne l'ouverture de cette nouvelle mandature? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à l'intervention de Hugues et percer un peu son idée. Pour dire 3 choses. La première chose, c'est que, voyez-vous, cette législature, quand on la compare à la législature finissante ou la 9e législature, ce n'est pas le même format. Ce n'est pas le même format d'abord parce que la 10e législature, c'est pour 7 ans. Deuxième élément, la 10e législature, il n'y a pas l'opposition. L'opposition ne siège pas. Troisième élément, c'est que cette législature s'installe à la fin d'un régime et au début d'un autre. Ça fait 3 éléments qui font que cette législature est une... 3 éléments qui font... 3 éléments qui font que cette législature est une législature, j'allais dire, inédite, qui a de gros défis. Sur la question que vous faisiez tout à l'heure, par rapport à ce qui peut se faire en l'absence du parti politique de l'opposition, je voudrais faire remarquer également 2 choses. La première, c'est que, vous voyez, pour la 9e législature, le parti LD y avait siégé, mais sans grande influence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient minoritaires. Ils étaient minoritaires, premier élément. Deuxième élément, eux-mêmes, ils ont brillé par
la politique de la chaise vide. Ils ont brillé par le bras de fer et un jusqu'au boutisme, ce qui a fait que ils ont siégé, mais de façon symbolique. Mais du point de vue de l'impact, on n'a pas fondamentalement ressenti ça, même si dans les coulisses, ils ont participé à un certain nombre de travaux et qu'à la fin, dans les débats publics, ils montrent qu'ils peuvent bouder leurs confrères ou leurs compères. Voyez-vous, ça n'a pas été vraiment impactant. Ce qui veut dire que tout simplement que cette législature, 10e législature, même à l'absence du parti politique de l'opposition, fera le travail comme il l'avait fait. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'était le parti UPR-IBR qui avait animé. Les autres les accompagnaient à travers des propositions, mais n'avaient pas forcément un pouvoir forcément de décision parce qu'ils étaient minoritaires. Donc, cette fois-ci, le travail se fera avec ces formations politiques-là. De deuxième chose, Hugues parlait tout à l'heure d'esprit libre. Voyez-vous, le doyen d'âge dans sa prise, dans son discours d'investiture de la 10e législature, a appelé les députés à travailler dans le souci et l'esprit du service de la nation. Ça veut dire que tous les députés, autant qu'ils sont quand même conscients de la tâche pour laquelle ils sont élus. Donc je ne sais pas pourquoi on voudrait qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Je comprends qu'on soit nostalgique de ce Parlement où on tape un peu, on crie un peu, on se donne un peu de coups de poing, ça tiraille de part et d'autre. La question qu'on peut se poser, à quoi ça nous a conduit ? À quoi ça nous a conduit? Et donc aujourd'hui, le Parlement béninois a connu un changement de paradigme qui fait que ce n'est plus un Parlement de tiraillement politique inutile, mais c'est désormais un Parlement de développement. Et les députés qui y sont véritablement conscients, n'est-ce pas, donc de la tâche qu'ils vont accomplir. Maintenant, sur la question, je ne sais pas si c'est encore très bien précis dans les enjeux institutionnels. Je veux dire qu'aujourd'hui, Hugues en parlait déjà quand il parlait du bicamérisme en disant que, en fait, aujourd'hui, ce Parlement doit pouvoir se démarquer. Se démarquer du point de vue, je veux dire, législatif, ou, si ce n'est pas bien compris, du point de vue de la qualité des lois qu'il faut voter. Parce que le Sénat est une deuxième chambre, donc de relecture. Alors, si ce Parlement ne fait pas bien le travail qui doit être fait en synergie d'action avec le Sénat et tout, c'est vite fait qu'il passe dans le décor et qu'il soit peut-être perçu comme un Parlement, je veux dire, incompétent. Et donc, ils sont conscients de cette responsabilité-là. Donc, c'est un Parlement qui, forcément, sur le plan législatif, pourra se remarquer considérablement. Ensuite, sur le plan politique, et c'est pour cela que j'épouse parfaitement l'idée de Hugues en disant que ce Parlement doit quand même sur le plan politique prendre des initiatives allant dans le sens de la paix, des initiatives allant dans le sens de l'amélioration du climat politique, capable, n'est-ce pas, donc, de booster les enjeux de développement. Parce qu'aujourd'hui, les questions politiques qui fâchent, les questions politiques qui suscitent des tiraillements aujourd'hui, ce Parlement peut se démarquer en faisant des propositions qui peuvent être soumises au Sénat et qui peuvent faire office, je ne sais pas, de règlement d'un certain nombre de conflits sur le plan politique. Pourquoi ne pas initier des démarches sur le plan politique? Quand je prends par exemple la question du code électoral qui a tout le temps fâché et aujourd'hui ils l'ont tous expérimenté, pourquoi ne pas revenir sur cette question-là pour qu'il y ait un large consensus autour de ce code-là? Donc je trouve que sur le plan institutionnel, ce Parlement-là a quand même assez à faire pour dynamiser un peu les choses, aussi bien sur le plan politique que sur le plan, j'allais dire, législatif et social.
Hector Zogo, comment pensez-vous que le contexte politique actuel peut-il influencer le rôle et la marge de manœuvre du Parlement? La marge de manœuvre du Parlement. Le Parlement n'a que deux fonctions. C'est de pouvoir voter des textes de loi et c'est de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. En dehors de ces deux fonctions régaliennes, il n'y a plus autre fonction. Donc le Parlement n'a plus autre action fondamentalement à pouvoir mener. Maintenant, je ne sais pas si je perçois mieux le sens de votre question. Est-ce que le Parlement est en mesure, effectivement, de parvenir à offrir aux citoyens lambda, je le dis de cette manière-là, ce dont il a besoin au quotidien? Le panier de la ménagère, est-ce que l'installation de ce Parlement-là pourrait permettre à ce que l'on sente au niveau du panier de la ménagère qu'il y a eu amélioration? Si c'est pris sous cet angle-là, je pourrais vous rassurer. Je pourrais vous rassurer en disant ceci. Voyez-vous, le Bénin est en train de grandir. Et chaque Béninois doit pouvoir nourrir cette fierté-là. C'est avec admiration que j'ai pu apercevoir hier plusieurs maires qui se sont déplacés pour la mandature finissante, bien évidemment, sans aucun doute, parce qu'ils ont voulu comprendre comment est-ce que l'installation officielle de ces députés-là allait se passer. Parce que ne l'oubliez pas, avec le professeur Joseph Yobounou, comme je le disais, c'est un réformateur à la suite du président de la République. Et donc, des textes et lois peuvent venir du Parlement pour remettre en cause un peu ce silence béant que nous vivons au cœur donc, de la décentralisation dans notre pays. Et donc, si ces maires-là ont pu effectuer le déplacement, c'est déjà pour apprécier, dès l'ouverture, la cadence. Ça donnera quoi à notre niveau aussi? Et mieux, j'ai pu constater avec sérénité, la sérénité, je vais dire, des suppléants à ces honorables députés-là. Vous vous rendez compte qu'ils se disent eux-mêmes, nous ne sommes pas que des suppléants. Parce que généralement, quand on dit à quelqu'un qu'il est suppléant d'un député, par exemple, il va dormir sur ses lauriers, croyant qu'il n'a pas une mission fondamentale à assumer. C'est une erreur. J'ai pu constater une certaine sérénité sur le regard de ces suppléants et qui sont restés du début jusqu'à la fin de la cérémonie solennelle d'installation et du vote des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui suppose que chacun est en train de mesurer sa part de responsabilité. Et ce n'est pas de la prophétie, mais je me dis que cette législature-là nous permettra de revivre encore ce qu'on a pu vivre en 91 avec l'installation de la première législature dans notre pays. Parce que s'il y a une législature qui aura le plus marqué l'attention des Béninois, c'est celle de 91. Et je suis convaincu que le débat va être assez houleux. On ne peut pas avoir, regardez par exemple, le nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction, avec des cabinets pour tous les députés, les 109. Je ne sais pas s'il y a eu des bureaux qui sont prévus au titre des suppléants. On attend peut-être le jour où on va pouvoir remettre le joyau officiellement à notre pays pour avoir des informations techniques sur ce plan. Mais je me dis, on ne peut pas avoir une infrastructure de pareille envergure et aller s'asseoir à l'Assemblée nationale sans pouvoir réfléchir. Donc pour moi, c'est-à-dire que les parlements, peut-être les 7e, 8e et 9e législatures que nous avions connues, ont été des législatures de sacrifice. C'est des législatures au cours desquelles on a dû plus jouer sur l'aspect politique afin d'atteindre un idéal. Aujourd'hui, l'idéal est atteint et on peut se permettre de dire que le peuple béninois peut exiger de cette 10e législature-là de reprendre les rênes du débat,
de reprendre encore avec un peu plus de sérieux les questions touchant à la liberté d'expression dans notre pays. On peut exiger aujourd'hui de cette législature installée hier de pouvoir effectivement nous faire rêver. Parce que quand vous regardez les autres institutions aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une certaine dynamique qui se vit. Pourquoi ça ne doit pas être le cas avec notre Parlement? Et pourquoi on doit pouvoir continuer par dire l'opposition n'a pas siégé? L'opposition n'a pas siégé parce que c'est de la faute à la mouvance présidentielle. L'opposition n'a pas siégé parce que simplement l'opposition n'est pas arrivée à remplir les conditions qu'il faut pour siéger à l'Assemblée nationale. Alors, quelles sont les réformes parlementaires qui sont aujourd'hui prioritaires pour la 10e mandature, puisque vous en parlez? Oui, avant que je n'aborde les réformes, je voudrais quand même dire, en terminant sur la question de l'opposition qui n'a pas pu siéger, je termine en disant, l'opposition n'a pas pu siéger parce que l'opposition n'a pas pu remplir les conditions. Ce n'est pas pour rien que je faisais référence à la 7e, à la 8e et puis à la 9e législature. J'y ai fait référence parce que c'est des législatures au cours desquelles le président actuel, le président de la République actuelle a pu travailler. Et vous savez, le président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui porte une très grande vision pour son pays. Et quand il veut atteindre un objectif, il met tout en place pour y parvenir. Il souhaite que son peuple puisse le porter en triomphe. Est-ce que ce qui se vit aujourd'hui ne nous permettra pas de le faire? Chacun, à partir de sa conscience individuellement, pourra se permettre de tirer la conclusion. Mais ce que je me permets de dire, ce que je constate, c'est qu'on a pu avoir au moins 2 ou 3 législatures au cours desquelles il fallait plus mettre l'accent sur des outils politiques, des outils stratégiques pouvant permettre de parvenir à une fin. On est aujourd'hui à la fin et on peut laisser le Parlement libre. Donc la 10e législature marque cette fin, vous voulez dire? La 9e législature a marqué cette fin et avec cette 10e législature, le peuple reprend encore le pouvoir. Le peuple reprend le pouvoir et exigera désormais de ses députés de reprendre la parole, de replacer les questions de développement au cœur de toutes les priorités. Donc pour moi, parce qu'il a dit quelque chose de très fondamental. Regardez un peu la configuration de ce que nous aurons comme Sénat. Vous avez le professeur Théodore Olo, constitutionnaliste. Vous avez l'ancien bâtonnier Robert Dossou, constitutionnaliste. Attendez, c'est de grandes figures. Attendons qu'ils siègent d'abord. Mais les tests leur permettent déjà de siéger. On attend juste que l'institution... qu'ils y adhèrent d'abord. De toutes les façons, quel citoyen béninois connaissez-vous susceptible de dire la République l'appelle et il va refuser d'assumer sa fonction, de servir? Vous pensez un instant que ces figures, le professeur Théodore Olo, l'ancien bâtonnier Robert Dossou, sont à l'étape de dire « je ne suis pas prêt à servir le Bénin ». Ils l'ont suffisamment fait depuis leur jeune âge, à travers le militantisme. Ils se sont fait former. Ils sont parvenus à occuper de grands postes à l'international. Ils ont servi leur pays à la tête de grandes institutions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont refuser de servir le Bénin. Et donc, ce que je voulais faire ressortir, en disant que le Parlement ne va pas être un Parlement sans débat, c'est qu'au moment où on a une chambre de relecture qui a quand même de grands constitutionnalistes, si les textes et lois votés à l'Assemblée nationale par le Parlement ne sont pas votés dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec la haute chambre qui est le Sénat, ces figures que je vois là sont en mesure de dire clairement il faut reprendre les choses. Vous voyez le professeur Joseph Diogbenou subir cette honte-là, cette humiliation? Je ne pense pas. Donc pour moi,
tout a été pensé aujourd'hui. Donc, pour vous, ce Parlement est un espace de réforme et de débat contradictoire. J'en suis convaincu. Je suis plus que certain que cette 10e législature pourra permettre à chaque Béninois de dire « Enfin, notre Parlement nous est revenu ». Je pèse bien mes mots. Enfin, notre Parlement nous est revenu. Parce qu'en fait, ce que nous ne voyons pas, parfois, il y a certaines personnes qui se retrouvent en fonction et qui oublient le rôle, la mission qui leur a été assignée. Si vous aviez eu des députés de par le passé qui ont refusé de contrôler l'action du gouvernement, vous pensez que c'est à imputer au gouvernement? C'est à imputer à ces députés-là. Parce qu'en réalité, le peuple béninois leur a confié la lourde responsabilité de contrôler l'action du gouvernement. Et pour preuve, ils ont l'immunité parlementaire. Tout débat que vous faites en tant que député au cœur de l'hémicycle, c'est sous immunité parlementaire. Donc, je ne vois pas cette crainte-là, cette peur-là qui les aurait animés au point de dire « nous voulons contrôler l'action du gouvernement, nous ne pourrons pas contrôler l'action du gouvernement ». Si à un moment donné, certains se sont laissés embobiner, certains se sont laissés manipuler face à leur conscience, ils pourront répondre. De toutes les façons, les Béninois leur ont confié à un moment donné de l'histoire de notre pays la lourde responsabilité de pouvoir servir la nation. À eux de dire à la fin de leur mandat, oui, j'ai été utile au Bénin, j'ai convenablement servi mon pays. À eux de dire, on m'a confié une mission, je ne l'ai pas assumée, j'ai trahi. Il y a François Fanon, que je vais citer pour terminer, qui dit, je le cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Fin de citation. Chacun sait le rôle qu'il est allé jouer à l'Assemblée nationale. S'il a assumé sa mission ou s'il a trahi, c'est son problème. Le peuple béninois est là et retient désormais des noms d'une manière ou d'une autre. Les regards sont tournés vers cette 10e législature. Ce que je sais, pour le peu de ceux-là qui ont été installés officiellement hier, je sais que le Parlement sera animé et le peuple béninois pourra se permettre de dire « Enfin, notre Parlement nous est revenu ». Stéphane Akin-Rousseau. Oui, je suis quand même un peu sidéré par la démonstration de Hugues par rapport à ce qu'il dit, parce que c'est... Vous remiez tout à l'heure la tête. Oui, parce que c'est quand même assez pertinent. Et ce qui se dit ce matin va peut-être permettre à l'opinion publique d'essayer de revoir ce regard qu'on voudrait bien porter sur le Parlement. Vous savez, les réformes en vigueur dans notre pays ont quand même tracé le sillon d'un certain nombre de choses pour clarifier les choses par rapport au fonctionnement des institutions et par rapport aux innovations et aux changements de paradigme. Aujourd'hui, les défis qui s'imposent aux parlementaires aujourd'hui ne sont plus des défis qui peuvent les amener à se faire manipuler par je ne sais pas, pour des raisons d'allégeance à un régime politique. Parce que le contexte a changé du tout au tout. Aujourd'hui, le député sait qu'il est entièrement redevable à la population. Il le sait très bien, parce qu'il sait que le peuple béninois est désormais un peuple mature, un peuple mûr. Et que si jamais il ne contrôlait pas efficacement l'action du gouvernement, il ne peut plus aller solliciter le suffrage du peuple. Ça va être vite fait que sur le terrain de la campagne électorale, le peuple va lui rappeler, mais au moment opportun, on t'attendait sur un chantier, tu ne l'as pas fait et il ne reviendra plus. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même format. Ce n'est plus le même format. Aujourd'hui, le député n'est même plus en mesure de faire chantage ou de faire chanter un président de la République. Donc, ça dit que le député est obligé de se démarquer ou de se faire remarquer par la qualité du travail qu'il fait au Parlement. Et donc, ça va tout changer. Que l'opposition, on peut regretter l'absence
de l'opposition, mais que l'opposition soit là ou pas, le travail, n'est-ce pas, donc, se fera. Et le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Diogbenou, a quand même donné le signe, a quand même lancé, je veux dire, le mot d'ordre, et tous les autres des députés vont rallier le mouvement et le travail se fera. Alors, en parlant de Joseph Fifame Diogbenou, quelle attente spécifique pèse sur l'homme en tant que président de l'Assemblée nationale? Bon, je pense qu'on a abordé la question. Ce qui est espéré, pour ma part, du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est d'abord la qualité de la conduite des débats à l'Assemblée nationale. La qualité de la conduite des débats à l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui la qualité des lois qui sortiront de cette fabrique-là. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'Assemblée nationale, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, va amener l'exécutif à s'investir sur le chantier du développement. On veut aujourd'hui d'un président de l'Assemblée nationale qui, bien que ayant le souci de conservation des intérêts politiques, parce que l'Assemblée nationale, c'est ça aussi, hein, bien que ayant ce souci de conservation des intérêts politiques, est résolument engagé dans la dynamique de développement de ce pays, à travers le vote des lois, à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Je pense que c'est le moins qu'on puisse espérer de lui, qu'à travers son leadership, il puisse implémenter, je veux dire, une nouvelle démarche à l'Assemblée nationale qui va permettre de dire à la fin que ceux-là, ils ont réussi. Alors, quels sont les atouts et les limites de son profil dans l'exercice de cette mission? Je ne sais pas si j'ai la qualité requise pour évaluer, pour évaluer une éminence grise de la trempe du professeur Fifame Diogbenou. Je ne sais pas si je vais oser m'aventurer sur cette piste sur laquelle Carole Olaye veut me lancer ce matin. Mais je voudrais juste dire quand même que... Une question à laquelle vous pourrez échapper. Oui, je voudrais quand même dire que du point de vue de son profil intellectuel, de son parcours politique et des valeurs que l'homme défend, je veux dire qu'il a tous les atouts nécessaires pour accomplir, je veux dire, sa mission. Voyez-vous, il a été élu, et Hugues l'évoquait, à l'unanimité des 109 députés avec acclamation et ovation, comme le disent les Anglais, standing ovation, tout le monde s'était levé pour lui. Ça veut dire que l'ensemble des députés, ces députés-là sont tous d'accord pour reconnaître à l'homme un certain leadership. Ils sont d'accord, ils sont tous unanimes sur la qualité de l'homme à pouvoir diriger ce Parlement-là. Et donc, sur la question de ces limites, je veux juste dire que c'est dans l'action qu'on va pouvoir dire par rapport à ça, voilà les limites de son action. Oui, Hector Zogo. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que la limite du professeur Joseph Diogbenou, c'est de servir la République. C'est sa limite. C'est de servir la République. Parce que dans le service à la République, vous avez en face de vous... Vous n'êtes pas sérieux, Hugues. Mais je suis sincère. Vous vous moquez de nous sur ce plateau. Non, je suis sincère. La limite du professeur... En quoi c'est une limite? La limite du professeur Joseph Diogbenou, c'est de pouvoir servir la République au quotidien. Et dans ce service-là... J'ai envie de dire que vous l'adulez presque, le professeur Diogbenou. Non, je ne l'adule pas. C'est l'impression que vous donnez. Vous avez un cadre qui, à 50 ans, s'est retrouvé à être militant des droits de l'homme, avocat au barreau, donc juriste de grande renommée, député à l'Assemblée nationale, ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle, à 50 ans. D'accord? Un parcours élogieux, certes. Un parcours
élogieux, certes, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous parlez de limite, et je vous dis que sa limite, c'est de servir la République au quotidien, je vais vous donner des exemples précis. Quand il s'est retrouvé à conduire le mouvement Mercredi Rouge au Bénin, qu'est-ce qu'il n'a pas pu subir? Mais il le faisait pour qui? Si ce n'était pas pour le peuple béninois. Quand il s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle pour des réformes au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la personnalité du professeur Joseph Diogbenou? Et pourtant, c'est dans le service à la République au quotidien qu'il intervenait. Ceux qui vont mieux vous parler du professeur Joseph Diogbenou, ce sont les détenus. Mener un dossier d'investigation sur la période où le professeur Joseph Diogbenou s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle, et vous verrez qu'il y a eu énormément de détenus, énormément de nos frères et sœurs qui se retrouvaient en prison, en lieu de détention, mais dont le délai de jugement était complètement dépassé. Personne ne se préoccupait de ces frères et sœurs-là. À aucun moment, le juge ne les appelait pour pouvoir les juger. Mais il aura fallu que le professeur Joseph Diogbenou aille à la Cour constitutionnelle et à travers les différentes réformes qu'il a pu mettre en place pour que désormais le Bénin tourne dos à cette situation-là. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui combien de magistrats de notre pays ont pu violer la Constitution pendant la période où le professeur Joseph Diogbenou s'est retrouvé président de la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas imaginer combien de magistrats on a pu identifier et qui a pu violer la Constitution contre des citoyens qui se retrouvaient en lieu de détention. Vous savez, le regard que nous portons généralement sur les personnes en détention préventive. Donc, ça veut vous dire que dès qu'il est au cœur de l'action, systématiquement, on trouve quelque chose qu'on lui colle. Donc, c'est sa limite. Le jour où il va cesser de servir la République, le jour où il va prendre la décision de ne plus agir, le jour où il va prendre l'initiative de ne plus travailler pour le Bénin, vous vous rendrez compte qu'à partir de ce jour-là, les gens vont cesser de mal parler de lui. Donc pour moi, c'est la seule limite. S'il veut qu'on continue par déceler ses limites, une dernière c'est qu'il question. continue Une d'être au dernière cœur de la- question. Non, mais je voudrais Une quand même- dernière non, question. je voudrais quand même ajouter rapidement quelque chose de très essentiel. Peut-être que Ah, ma question prendra en compte ce que vous voulez dire. Oui, allez-y. Alors, en quoi son leadership peut-il renforcer ou fragiliser l'image de l'Assemblée nationale? Très bien. Avant de répondre à la question, je voudrais quand même revenir sur ce que Hugues disait et ajouter. Je veux juste... C'est moi qui ai la police. Oui, oui, y a pas de- Et vous savez que je peux vous dire non et de répondre directement à ma question. Oui, oui, mais permettez-moi de rebondir sur ce que Allez-y. Hugues disait pour juste dire que, en fait, voyez-vous, le président Joseph Fifame Diogbenou, président de l'Assemblée nationale, est un homme de sacrifice. C'est un homme de sacrifice. Voyez-vous, et je vais l'étayer par deux faits. Dans mon propos liminaire, je disais qu'il a été un homme en mission pour le président de la République. Voyez-vous, ministre, on le sort du gouvernement, on le met au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, il finit il ne va pas au bout, il quitte, on l'amène à la tête. Il démissionne. Il démissionne et on l'amène au niveau du parti UPR. Il y avait les indices nécessaires pour dire qu'il serait le candidat du parti. Et puis, on amène Romuald Wadayi. Et tout ce temps, il a collaboré. Ça aurait été dans d'autres Il a collaboré ou bien il a subi? Il a collaboré. Il a collaboré Non, ou subi. bien il a subi? Subir, dans ce contexte, serait très péjoratif, à mon sens. Parce que, voyez-vous, il a collaboré parce qu'il aurait pu dire non. Mais c'est cet esprit de sacrifice qu'il habite
qu'il a amené, et surtout cet esprit de compréhension des enjeux de l'État. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de sacrifier son propre intérêt au service des intérêts, n'est-ce pas, donc de la nation. De la nation. Et donc, cet homme comme ça, pour moi, il faut avoir une certaine différence, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça peut paraître anodin, hein, mais quelqu'un qui est chef de parti, du plus grand parti, et qui n'a pas pu être positionné candidat de ce parti, l'accepter, c'est un coup dur. C'est un coup dur, mais il a accepté parce qu'il a compris. C'est un esprit de sacrifice, de compréhension des enjeux de l'État. Et donc, pour en venir maintenant à votre question, un tel homme, pour cette trempe qui est à la tête, n'est-ce pas, donc, du Parlement de notre pays, moi je veux dire que nous avons toute la garantie nécessaire d'espérer par rapport à l'avenir de notre pays, parce qu'il pourra faire le travail. C'est un homme qui a de la conviction, qui a de la vision, qui a de l'ambition pour son pays. Et j'aimerais même dire que c'est quand même un homme au destin de président. Président de la Cour constitutionnelle, président de parti, président de l'Assemblée nationale. Un jour, peut-être président de la République du Bénin, pourquoi pas. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Alors, merci Hector Zogo, merci Stéphane Arinou-Rosso pour ces analyses.